What about these guys? These guys are good looking. You can take pictures of them. So I think we'll just kind of get this thing kicked off. My name is Je Jeffrey crois Moore. que and nous the pouvons panel's, commencer. Je m'appelle Digital Jeffrey 2.0. Moore. I'd like to set the context, take a Je couple minutes to set voudrais the context dresser of the la panel, scène pour ce engage with panel wonderful people. que nous allons A lot of entamer. technology panels that I've been involved Nombre with de panels technologiques à Davos et ailleurs in the tech sector kind of sit up on the dais and they talk about the réduisent des latest, gens qui greatest, parlent most exciting, hottest thing in the sector. des plus grandes innovations dans ce secteur. L'objectif est suscitons la prise de conscience de ceux qui nous écoutent. Ce n'est plus un besoin aujourd'hui. Il est plus utile, je pense, de faire la même chose afin d'établir un vocabulaire commun quant à la façon dont le secteur technologique se développe et ce que cela signifie pour tout un chacun. Deux choses, à mon avis, rendent ceci tout à fait pertinent. D'une part, depuis 10 ans, lorsque je me suis occupé de la technologie, ce secteur était un secteur isolé de l'économie et l'on se contentait de technologie et d'entreprises s'occupant de technologie. La base de clientèle est devenue le bénéficiaire le plus important. La technologie, ce n'est plus seulement la technologie, mais également les médias, les services financiers, la publicité, le commerce du détail, l'approvisionnement, etc. Donc, c'est devenu un secteur beaucoup plus large. Il faut donc beaucoup mieux comprendre ce qui s'y passe de façon à ce que nous puissions travailler ensemble. Deuxième chose, pendant le plus clair de ma vie, on peut comprendre la dynamique de ce qui se passe en comprenant ce que fait la loi de Morse. C'est de Gordon Moore, je précise. Ce qui se passe, c'est que tous les 7 ans, vous avez un nombre X d'améliorations de l'informatique et quel que soit le concept mis en place, les innovations ne tardent pas à devenir obsolètes, puisque le nouveau produit est tellement meilleur que le vôtre. Nous avons donc une dynamique positive entre les différents postes de travail, les différents ordinateurs. Voici 6 ou 7 ans. La loi de Morse s'applique encore aujourd'hui, mais a cessé d'expliquer les choses. Notamment depuis l'an 2000, beaucoup de choses se sont passées sur le plan technologique et la loi de Morse n'est plus très importante. Il s'agit aujourd'hui de mieux comprendre, non pas la loi de Morse, mais qu'est-ce que nous devons mieux comprendre. J'ai ici une équipe de rêve qui va me venir en aide. Inutile de vous présenter John et Bill qui comprennent le secteur informatique mieux que quiconque. Eric Schmick est plutôt plus nouveau venu. Je ne dirais pas que son entreprise est mal connue, mais le visage nouveau est Niklas Stenström, qui est cofondateur de Skype, qui a mis le feu au monde, a été récemment racheté par eBay pour 3 ou 4 milliards de dollars. Donc, un magnifique groupe de personnes. Je commence par Bill. Et je vais lui poser la principale question, je crois. Ma question, je vais la poser à tout le monde. Il existe tellement de lignes à suivre dans le secteur de la technologie de l'information. Quelle est la tendance la plus importante et que faites-vous pour adapter Microsoft à cette tendance? La façon la plus facile de comprendre cette nouvelle évolution, eh bien, c'est de réfléchir au stockage et au pouvoir de l'informatique comme étant pratiquement gratuit. Pour voir quels sont les facteurs de limitation. Est-ce le développement? Est-ce l'utilisateur qui utilise plusieurs instruments et a amené cette idée par rapport à toutes les activités que nous souhaitons changer? Voici 10 ans. La numérisation allait changer le courrier électronique, les photos. Ils ne penseraient pas que ça allait changer la télévision personnalisée, étant donné que c'est là une technologie émergente. Nous aurions dit que cela
allait changer notre façon de lire, ce qui n'est pas encore une réalité, mais en utilisant le bon outil, cela finira par venir. Au bout du compte, on passera d'un scénario isolé, les photos, la musique, la vidéo, pour aborder des scénarios plus larges, couvrant les souvenirs de vos enfants et comment y accéder, y naviguer. La communication, eh bien là, vous passons à la collaboration, la notification, la collaboration de façon différente. Prenez ce qui se passe au niveau du desktop et la révolution de la productivité de groupe qui, elle, est caractérisée par des prix plus élevés. Nous n'avons pas quelque chose de normalisé ici. Donc, dans l'ensemble, toutes ces activités nous amènent à penser comment les logiciels permettent de faire ces choses. Et on se demande si tout ceci est suffisamment simple de façon à ce que les gens le comprennent. Est-ce que cela vous a amené à réorganiser Microsoft de façon à l'adapter? Pas vraiment. Chez Microsoft, nous avons d'abord cherché à devenir suffisamment grands. Nous avons maintenant 16 ans d'âge et nous avons essentiellement investi dans la recherche. Quant à la reconnaissance, la vitesse numérique, la sécurité, la gestion automatisée, la programmation basée sur le modèle, je crois que ces rêves subsistent encore aujourd'hui. D'autres, le rêve de la lecture automatisée, la télévision interactive, bon, certains sont devenus réalité sans notre intervention, notamment au niveau de la musique. Nous avons ainsi contribué à la phase 2. Vous êtes bon lorsqu'il s'agit de rattraper. Bon, en effet, nous préférons, avec la productivité et les PC, ne pas rattraper les autres, mais lorsque cela devient nécessaire, c'est une bonne chose. Je vais redonner la parole à Bill, mais je voudrais peut-être dresser la scène pour tout le monde. Je me tourne vers John Chambers. Ma question est la suivante. Si je prends le secteur technologique et ses tendances, quelle est la tendance la plus importante? Comment adaptez-vous Cisco à ces nouvelles tendances? Comprendre les transitions du marché, adapter la technologie, ces changements. Je crois que la transition la plus fondamentale est de passer des transactions à une recherche individuelle ou une commande individuelle jusqu'à une interaction, que ce soit le détaillant qui aide le client, etc. Et en fait, c'est la poursuite de la loi de Morse. La loi de Morse permet la performance qui double tous les 18 mois. Pour un facteur de 10 en l'espace de 5 ans, la loi de Morse est de non seulement au processus de stockage, mais je dirais que le microprocesseur a permis d'avancer pendant 35 ans. Donc, les prix vont chuter extrêmement rapidement. Ceci nous a permis de passer des transactions à l'interaction d'une façon qui permet de nouveaux modèles commerciaux, de nouveaux modèles de loisirs. Nous passons donc des transactions à l'interaction. Et là, je voudrais peut-être insister un peu sur transaction versus interaction. En effet, nous effectuons des transactions, nous avons des interactions. Quel est l'impact de tout ceci si vous dirigiez une entreprise de technologie? Comment verrez-vous les choses? Si vous êtes une entreprise qui souhaite de la productivité,
Si vous êtes interactif, eh bien, vous avez une capacité concurrentielle énorme. Si vous êtes interactif sur le plan interne, sur la façon de mettre au point des modèles, etc., cela accélère la vitesse des échanges et cela vous donne une nouvelle vague de productivité. Il faut voir comment le consommateur collabore. Je me tourne vers Eric. La question est la suivante. Beaucoup de tendances. Quelle est la tendance qui, à votre avis, mérite d'être ciblée? Comment gérez-vous Google? Je suis d'accord avec ce que Bill et John viennent de nous dire. Quelque chose s'est passé depuis quelque temps. La technologie sur laquelle nous avons travaillé depuis longtemps, nous avons eu de nombreuses démonstrations à cet égard, a atteint une certaine masse critique. Nous avons des réseaux qui nous permettent de collaborer. À la suite d'une combinaison de tout ceci, en plus de nombre croissant de gens qui utilisent tout ceci, tout d'un coup, le taux de croissance constitué par les gens qui utilisent ces nouvelles technologies pour créer de nouveaux marchés, de nouvelles industries, couvre le taux avec lequel les gens mettent leurs services disponibles en ligne. Maintenant, ils ont une façon de gagner de l'argent. Dans le cadre d'une stratégie commerciale, souvent, ils utilisent cette technologie pour aborder de nouveaux clients. Nous avons souvent parlé du commerce électronique sur l'Internet. Aujourd'hui, non seulement nous avons atteint une masse critique, mais nous avons un ensemble d'outils qui vous permettent de créer très rapidement des commerces de plusieurs millions. Comment adaptez-vous Google à ces capacités? En effet, une start-up, Nicolas, je vais me tourner vers vous dans un instant. Depuis quand est-ce que Skype existe? 3 ans et demi. Combien d'abonnés enregistrés avez-vous? 75 millions de clients en l'espace de 3 ans et demi. Nous parlons d'un monde exempt de friction. Bill a nécessité plus longtemps. Qu'est-ce que c'est un client? Bon argument. Sur les 75 millions, combien de clients vous payent? Ce qui est intéressant, comme Bill l'a dit, il faut changer au coût croissant d'une transaction par Internet. Ici, c'est virtuellement gratuit, peu importe que vous ayez un grand nombre d'usagers qui ne payent pas vos services, étant donné qu'ils ne vous coûtent rien. Mais cela crée un écosystème à raison de personnes qui recommandent vos services à d'autres. Nous ne pensons pas aux bénéfices par usager. Nous pensons au nombre d'usagers actifs et comment nous pouvons les transformer en clients payants. J'y reviendrai car c'est là un changement radical d'un modèle commercial. Je me tourne vers Eric et Nicolas et nous aurons dans un instant un excellent dialogue. Que faites-vous donc pour aligner Google sur le fait que ces marchés d'hyper-échelle sont devenus instantanément disponibles? L'usager final, c'est le client de Google. Nous ne savons pas exactement ce que l'usager souhaite. Donc, nous générons l'innovation à un niveau d'échelle. Il faut être extrêmement rapide. Il faut continuer à essayer. Les ingénieurs, eux, consacrent 20% de leur temps pour expérimenter de nouvelles idées. L'un des points, c'est qu'il vous faut un principe à un usager, et deuxièmement, il vous faut une culture, une structure, une capacité d'innovation qui est permanente.
Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en nous concentrant sur les usagers finaux, nous avons également pu trouver des stratégies de modernisation qu'un grand nombre d'entreprises jusqu'ici ont cherché à éviter. Toutes ces stratégies de modernisation sont fondées sur des modèles de médias. Alors, vous ressemblez davantage à un modèle de médias plutôt qu'à une entreprise de technologie. Ai-je raison? La majorité de nos recettes émanent de la publicité. Ce qui importe ici, c'est que les gens doivent avoir une compensation pour céder quelque chose. Donc, il vous faut un mécanisme en place pour que cette valeur fonctionne, pour que les gens fassent de la publicité, vendent des produits et fassent des transactions commerciales électroniques. Ce qu'Eric vient de dire, bon, il est facile de comprendre les applications. Notre industrie utilise des réseaux pour mettre en place notre stratégie. Ce que nous avons désormais dans toutes les industries, c'est une technologie qui non seulement nous permet de mettre en place cette stratégie, mais provoque un changement. Je dirais qu'en utilisant cette technologie, nous devons également changer certains segments de notre industrie. C'est ce que nous faisons tous pour augmenter notre avantage concurrentiel. Sur le plan marketing, l'acquisition de clientèle, et je reviendrai à ce qu'a dit Bill, qu'entendez-vous par client? Mais au moins les participants et leur interaction est extraordinaire. Je me tourne vers Nicolas. Si vous prenez cette tendance, quelle est la principale tendance dans ce secteur et comment alignez-vous Skype plus eBay à cette tendance? Ce qui importe ici, en fait, c'est un terme que nous utilisons depuis longtemps. L'Internet est devenu un réseau mondial et devient également mobile grâce à l'émergence de davantage de points d'accès Wi-Fi. Broadband, or at least limited broadband internet access. And there's so many people now connected to the internet. De nombreuses personnes sont désormais reliées à l'Internet simultanément et il existe tellement de technologies. En fait, nous avons des réseaux qui désormais travaillent ensemble. La technologie fonctionne et pour les différentes technologies, il est facile de se relier sans utiliser les produits d'intégration. Developers are very easy to use to integrate these technologies. And this enables Ceci permet aux petites entreprises partout dans le monde d'avoir un impact très fort. Ils n'ont pas besoin de créer ce qu'il leur faut elles-mêmes. Elles n'ont pas besoin de créer des infrastructures et des technologies puisque celles-ci existent et sont abordables. Donc, vous pouvez avoir une petite entreprise qui s'occupe d'un problème. Si elle résout ce problème, si elle profite des technologies sous-jacentes, elle peut, avec peu de ressources, avoir un impact important. Inutile qu'elle comprenne le fonctionnement des autres technologies. En d'autres termes, vous aurez des petites startups qui auront un impact important. Les services que vous diffusez sur l'Internet, vous avez parlé des frais d'acquisition de la clientèle. Skype a été un excellent exemple qui s'est développé très rapidement. Nous avons réglé un problème. Inutile de nous demander comment fonctionnent les autres systèmes. Nous sommes concentrés simple secteur. Nicolas, je voudrais obtenir votre modèle commercial. En effet, tout ceci est intéressant. Vous avez 75 millions d'usagers enregistrés lorsque quelqu'un téléphone à un abonné payant. Quel pourcentage des 75 millions le fait? Votre argument serait si j'obtiens un pourcent X inférieur à 10, cela est un modèle acceptable. Cela ressemble à Google. Le nombre de pages sur lesquelles on clique dans le cadre de la publicité représente également un chiffre à un numéro. La plupart des interactions ne génèrent pas de revenus, mais le coût est proche de zéro. Qui supporte ce coût? Comment voyez-vous ces
modèles commerciaux. Well, I think it's a very valuable business model. I do think inside a company you've got to have good Je ne terminology pense pas qu'il vous faut une technologie appropriée, usagée versus clientèle. Nous avons, si je puis dire, 200 millions d'usagers ou de clients, si on peut dire. On peut parler d'usagers versus clients. Donc, vous pouvez avoir certaines personnes qui font augmenter le nombre d'usagers, tandis que d'autres estiment, bon, comment pouvons-nous convertir toutes ces personnes? Je pense, en effet, que c'est un modèle peu important. L'échelle est importante. Avoir une offre gratuite à la base permet aux gens de s'habituer à votre produit. Vous l'avez avec les bases de données. Nous avons une base de données gratuite. Si vous voulez une base de données développée, vous payez un peu plus. Nous l'avons vu avec les browsers, les media players, etc., étant donné que ceux qui veulent utiliser notre base de données, cela représente 300-400 millions. Nous avons les nouvelles technologies en Asie, en Chine, en Inde qui obtiennent Microsoft gratuitement. Est-ce que cela ne représente pas transformer les usagers en clients? Oui, la terminologie ici est extrêmement importante. Vous voulez faire la différence entre les stratégies de seeding et les modèles commerciaux. L'Internet vous offre un modèle où la majorité des utilisations est gratuite et subventionnée par d'autres. Une utilisation spécialisée, même en faible pourcentage, est tellement importante que cela donne lieu à suffisamment de revenus pour subventionner. Dans ce sens, ces entreprises ont créé beaucoup de capacités. Nous avons des entreprises de financement qui ont pour but de réunir un grand nombre de clients rapidement. Google s'est proposé de résoudre un problème de recherche et ensuite finit par attirer un grand nombre d'usagers. À l'avenir, il y a davantage d'entreprises qui voudront retenir une partie de l'attention, puis en ligne, nous allons tous nous battre pour obtenir le temps des usagers. Ils veulent tous immédiatement. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important de cibler les usagers finaux. Pensez-vous que la base de clientèle de Google pourrait être maintenue? But are more of the experiences going forward going to be more? I think they all become more integrated. Je crois que tous deviennent davantage intégrés. En fait, il s'agit ici d'accélérer le cycle usager-utilisateur. Ce qui intéresse ici, c'est que les gens utilisent simplement un mécanisme différent. Dans notre industrie, nous en parlons depuis longtemps, mais nos systèmes sont difficiles à utiliser. Donc l'idée clé est d'avoir un seul clic en prenant par exemple le modèle offert par Amazon. Un clic est disponible pour toutes les entreprises et non pas pour quelques entreprises spécialistes. John, une question implicitement. Dans ce modèle, nous avons un réseau international subventionné et ceux qui essayent de faire des bénéfices commencent à faire du bruit en disant « Attendez, vous êtes en train d'utiliser mes autoroutes pour vos voitures sans les payer. » Pensez-vous que cela finira par aboutir à des changements au niveau du modèle? Personnellement, je pense, pour reprendre ces commentaires de la loi de Maurice, que la largeur de bande sera virtuellement gratuite. Je crois que l'on peut scinder la clientèle en deux groupes. Le comportement sera différent. Il s'agit maintenant de voir comment combiner ces technologies.
Nos clients parlent maintenant du modèle commercial et comment ils vont déterminer leur stratégie. Si vous êtes consultant en matière de modèle commercial, quels sont donc les changements que vous commencez à entrevoir? Pouvez-vous nous donner un exemple, qu'il s'agisse de Cisco ou de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui a apporté des changements que nous puissions utiliser comme référence? Un qui est facile à identifier, eh bien, ça, comment vous percevez les médias dans le cadre d'un périodique ou d'un magazine. Ensuite, vous le regardez sur l'Internet. Ensuite, tout ceci a des implications au niveau des bénéfices. Voici une semaine, nous avons fait une démonstration et nous avons expliqué comment il avait introduit cette technologie en montrant comment on peut suivre quelqu'un. En fait, il nous a dit, voilà, j'utilise la technologie non seulement pour activer chaque élément de notre stratégie. Donc, l'idée, c'est de mettre ceci en pratique. La même chose pour les soins de santé ou l'éducation. Et cela vaut également pour les consommateurs. Ça s'applique donc également au domaine de la santé, au service clientèle, où on passe plutôt par l'interaction plutôt que la transaction. La transaction, c'était en fait le distributeur de billets ou l'enregistrement dans un comptoir à l'aéroport. Donc c'est une interaction, n'est-ce pas? Oui, mais ce que l'on constate, c'est que l'avenir d'un pays souhaitera modifier certains aspects de la santé, et tout cela revient toujours à l'éducation, à l'infrastructure, qui, en principe, relevait de financement national. Or, aujourd'hui, on parle plutôt pour cette communication de large bande, c'est l'innovation, et donc le gouvernement, en fait, n'a plus que le faciliter. Et si vous parlez en termes de santé, il faut que les 4 domaines puissent collaborer. Alors, toujours, si cette fameuse largeur de bande, puisque vous en parlez, quand j'ai commencé dans le domaine de l'informatique, le réseau était toujours très limité et c'était la communication entre l'ordinateur et le CPU. Mais au fur et à mesure que les largeurs de bande ou les bandes sont libérées, quelles sont les répercussions? Bon, c'est le transport qui doit également changer, qui va également changer les comportements. Les services que vous y ajoutez, la valeur du service sera facturée. Mais le transport du dernier kilomètre ne sera pas libéré. Il y a d'énormes investissements qui devront être réalisés. Et toucher $30 par mois d'un grand nombre de personnes, c'est déjà un très très bon marché. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons qu'il y a autant d'investissements dans les structures. Et c'est vrai qu'au départ, quand nous avons construit des structures, il s'agissait d'un bien solide. Mais aujourd'hui, par exemple, vous prenez un service vidéo. Donc, vous reprenez un extrait vidéo qui serait diffusé par, disons, un satellite ou un câble. Et vous en faites un circuit de recettes à valeur ajoutée. Et donc, quand vous regardez les informations, en fait, vous ne regardez que les sujets qui vous intéressent. C'est vrai que les programmes de sport sont très différents puisque vous avez tout d'un coup ce lien vidéo qui sera beaucoup plus personnalisé. Donc, et cependant, les chaînes de télévision savent très bien comment atteindre cette masse critique sur le territoire pour le rendre viable. Alors, est-ce que Microsoft a l'intention de participer à ce changement? Bon, nous sommes le fournisseur du logiciel pour AT&T, Horizon, Southpel, Canada, Deutsche Telekom, British Telecom, Reliance, que sais-je. Donc, les pionniers dans ce domaine utilisent toujours un logiciel Microsoft. Mais évidemment, eux, ensuite, ils ont une clientèle pour laquelle ils devront le façonner. Mais nous proposons le logiciel de base. Encore autre chose, la numérisation, puisque c'est de cela que nous parlons. Alors, je ne sais, je crois qu'il y a 10 ans, en fait, il y a une époque
et on a beaucoup investi dans l'image, les bibliothèques d'images, etc. Alors, que s'est-il passé dans ce domaine-là? Est-ce que l'on investit toujours dans ce secteur? Oh, il y a une industrie d'une certaine taille, un secteur d'une certaine taille, tel que Maget Corbaz, qui sont les grandes entreprises dans ce domaine. Et vous pouvez disposer de photographies de très grande qualité ou éventuellement des photos historiques. Et ce sont également des exemples de marchés où l'Internet a totalement changé la façon de faire. Avant, on devait reproduire les copies, etc. Aujourd'hui, vous avez un site Internet et il y a différentes gammes de prix. Si vous êtes un consommateur, vous payez un prix. Si vous êtes une publication comme Time Magazine, vous payez un autre prix, évidemment. Donc cela se fait très généralement, mais peut-être pas à la même échelle que nous. Une question pour Eric. Bon, je pense que nous connaissons tous le modèle préconisé, le modèle de publicité. Et quels sont les autres programmes que vous préconisez? Bon, notre mission, c'est donc d'organiser, de structurer l'information, toute l'information. Et il y en a beaucoup, qui n'est toujours pas disponible sur Internet, donc il est extrêmement difficile de trouver. Et donc, le premier changement, c'est l'amélioration du contenu. Et beaucoup de personnes ont hésité à afficher leur information sur Internet de peur de le voir voler, de violation des droits de propriété, etc. Et Google et un certain nombre d'autres entreprises ont conçu des cadres qui vous permettent, en tant qu'éditeur de cette information, de décider les conditions auxquelles vous proposez cette information, soit à la location, soit à l'acquisition. Vous définissez les prix, etc. Donc, nous passons beaucoup de temps à réaliser ce cadre pour que des banques d'images, par exemple, deviennent également plus disponibles. C'est vrai que les initiés savent très bien qu'il y a de telles banques d'images. Mais il y a encore 5 ans, la gestion des droits numériques était une phrase clé. Où est-ce que cette infrastructure de la gestion des droits numériques se situe aujourd'hui? Bon, là, les autres sont peut-être pas d'accord avec ce que je vais dire, mais à mon sens, cette situation ne connaît toujours pas de solution. La plupart des solutions numérisées sont trop compliquées et les solutions très simples ne proposent pas suffisamment d'options. En fait, le contenu qui est proposé ici pour cette conférence, en fait, nous avons vraiment besoin d'une solution à ce problème, une solution simple d'accès et simple d'utilisation, une solution qui existe sur le plan mondial. Et si une telle solution est développée, eh bien, à ce moment-là, il y aura certainement énormément de croissance pour ces entreprises, car le produit est prêt, l'infrastructure est prête, il faut ouvrir la porte, c'est tout. Est-ce que les autres ont un avis sur la gestion des droits numériques? Oh, je ne dirais pas où il faut aller. L'interopérabilité, certainement, des modèles relativement simples de gestion des droits, afin que tout le monde comprenne exactement ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. Et les fournisseurs de contenu ont limiter les informations jusqu'à présent. Donc, nous surveillons pour que la technologie puisse effectivement proposer les méthodes de protection de cette information et surtout la technologie doit être facilitée afin que l'utilisateur comprenne ce qu'il peut faire. Il est évident que vous ne pouvez pas trouver toutes les vidéos, toutes les chansons que vous souhaitez sur tous vos petits appareils. Maintenant, il faut savoir si vous pouvez le prêter à quelqu'un, si vous pouvez le transférer sur un autre support sans payer une fois de plus. Et là, nous n'y sommes pas encore. Nous étudions vraiment ce problème et j'espère que nous arriverons à avancer dans les années à venir. Pour la musique, nous sommes un peu plus avancés, mais là même, il y a certaines questions concernant le modèle d'utilisation qui ne sont pas encore résolues. John, eh bien, je pense que la question... C'est vrai qu'une fois que tout le monde a compris comment ça fonctionne, c'est trop tard. Que vous soyez... Il faut toujours anticiper l'évolution du marché. Et ça, c'est évidemment une fonction très difficile.
Et justement, je trouve que le forum donne la possibilité de rediscuter de toutes ces questions. Et pour BT, c'est vrai qu'on voit, je dois décider aujourd'hui où je me trouverai d'ici à 3 ou 5 ans. Donc, je pense que nous pouvons résoudre cette question. Nous aurons différentes façons de le réaliser afin que le modèle commercial soit déjà en place, le business model soit en place. Je reviens à Nicolas. Nicolas, je crois que Skype est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, cela fait partie de eBay, mais c'est donc la convergence de la communication et des transactions informatiques. Alors, quelle est la vision de eBay pour le rôle d'eBay par Skype? Comment est-ce que cela va changer le monde? eBay vise à surmonter toutes les frictions, tous les obstacles encore dans les transactions, notamment pour le commerce électronique, afin que les gens puissent se contacter et former ce qu'on appelle une communauté. Et toutes les transactions doivent pouvoir se faire par Internet. Il y a des vendeurs qui ne veulent pas passer par là. Il y a des vendeurs qui aimeraient que le client les contacte, qu'il téléphone, par exemple. Donc, ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de permettre justement aux acheteurs et aux vendeurs de discuter, de se parler. De cette façon, on peut mieux voir les situations parfois un peu plus complexes. Mais nous voulons également que les clients potentiels soient dirigés vers le département des ventes du vendeur. Et là, il faut également des appels téléphoniques pour leur rappeler qu'il y a d'autres produits sur eBay qui les intéressent éventuellement. Donc, vous pouvez faire cet appel téléphonique à partir d'Internet. Et vous êtes déjà très avancé dans ce programme, ce projet? Mais il est en train d'être mis en place. Donc aujourd'hui, si je me balade sur eBay, je peux déjà appeler quelqu'un par Skype, c'est ça? Oui, sur certains marchés, oui. Nous l'avons déjà installé sur certains petits marchés et ensuite, il va se généraliser. Alors, est-ce que, avec cette vision, qu'est-ce qui va se passer pour Skype? Vous avez commencé cette technologie un petit peu comme beaucoup d'autres commerces basés sur Internet. Les créneaux de Nicolas maintenant n'étaient pas du tout les créneaux de départ. Alors, c'est ce que nous appelons également le emergent, c'est-à-dire nous passons à tout à fait autre chose par rapport au point de départ. Donc, vous en fait, vous êtes intéressé au transfert de technologie, c'est ça? Oui, nous voulions un peer-to-peer network distribué et nous avons pensé que ce serait la meilleure façon pour le transfert de données entre utilisateurs finaux, puisque comme il y a de plus en plus de raccordements à large bande, l'ensemble du modèle client-serveur serait tellement augmenté qu'il sera difficile. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait mettre au point des nouveaux modèles commerciaux. Nous ne savions pas du tout comment ils allaient se présenter. Et nous avons donc essayé différents modèles. Et ensuite, nous avons décidé, nous nous sommes rendus compte que cela pourrait répondre à un certain nombre de difficultés qui existent encore dans les VOP. Bon, vous dites que vous avez trouvé une solution, vous avez pu progresser. Quelle est l'étape suivante? Oh, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Car dans notre modèle, nous, on veut parler gratuitement. Ça, c'est l'objectif. Mais ce n'est pas seulement la discussion. Nous n'avons pas besoin d'inventer une nouvelle technologie pour remplacer autre chose. Il faut améliorer la situation pour le consommateur. Et par conséquent, nous regardons maintenant les conversations. Donc, ce n'est pas simplement l'acheminement de la voix, de la vidéo, du texte ou que sais-je, mais il faut pouvoir utiliser un système comme Skype où que vous vous trouviez. Et cela devient possible parce que d'autres sont également en train d'élaborer des réseaux. Et vous avez des modèles mobiles, Wi-Fi, etc. 3G. Donc aujourd'hui, Skype fonctionne très bien sur un PC, c'est ça? Oui. Bill, quel est l'impact
comme par exemple Microsoft Office ou d'autres programmes, où tout d'un coup, il y a un circuit de communication qui fait partie de l'ensemble de la ressource. Est-ce que cela a influencé votre développement également? Oui, mais si vous parlez de conversation, vous avez une conversation sur un sujet donné. Et si vous pouvez appeler quelqu'un et immédiatement proposer tous les dossiers qui concernent la personne avec laquelle vous allez vous entretenir, c'est formidable. Peut-être du moment où il répond au téléphone, ben, vous pouvez déjà lui proposer un modèle, un calendrier, que sais-je. Donc, toute la communication vient en fait se greffer sur l'ordinateur. Et vous pouvez l'exploiter d'autre façon. Votre liste de contacts est extraordinaire pour savoir qui vous autorisez à vous interrompre. Et en fin de compte, vous avez simplement des numéros de téléphone et vous pouvez même appliquer cette logique un petit peu comme si vous aviez un PDA et l'utiliser dans votre logiciel afin que tout un chacun puisse se reposer sur ce système. Donc, il y a beaucoup de changements. Ce n'est pas simplement un appel téléphonique et la façon dont cet appel téléphonique est intégré dans les ordinateurs d'aujourd'hui. Bon, là, pour Microsoft, comment est-ce que vous utilisez ces différentes capacités ou comment est-ce que vous les proposez chez Microsoft? Eh bien, nous avons un protocole appelé LightMedia qui permet de raccorder les différents PC et de montrer aux clients certains dossiers. Et compte tenu des énormes déplacements que nous réalisons, il est vrai que lorsque vous connaissez quelqu'un personnellement, ensuite vous pouvez communiquer de cette façon-là, en direct. Et donc, il sera plus facile d'utiliser cet autre système. Et lorsque le client, évidemment, est si vous pouvez simplement cliquer et télécharger un autre dossier, pourquoi pas? Donc, on a parlé des trois éléments, la voix, les données et la vidéo. Je crois que nous avons du mal à imaginer le chargement ou le transfert de vidéo. Cisco, vous vous concentrez surtout sur la vidéo dans un contexte commercial. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Eh bien, au départ, nous avons communiqué avec nos employés en nous déplaçant à l'intérieur des bureaux. Ensuite, nous avons commencé le courrier électronique. Et maintenant, j'utilise encore le VOI et maintenant, c'est la vidéo. Et donc, on peut utiliser une combinaison des différents éléments. Mais pour revenir un petit peu en arrière sur ce que disait Bill, nous pensons que si nous devions organiser ce panel ici il y a 5 ans, ou dans 5 ans, ce sera un petit peu comme Star Trek, parce que nous disposerons de la largeur de bande, les prix seront réduits, et donc les interactions pourront se baser non seulement sur une vidéo à une vitesse donnée qui fonctionnera donc sur un PC comme aujourd'hui, mais vous pourrez également organiser des réunions d'une autre façon. Et si vous faites cela dans un contexte professionnel, informatique et professionnel, c'est formidable. Donc, c'est la possibilité de l'intégrer dans toutes vos procédures. Et donc, tout cela... Mais je reviens maintenant au sujet de base. Il faut savoir aujourd'hui où vous voulez vous positionner sur le marché dans 3 ou 5 ans. Alors, quelle est la décision que vous devez prendre maintenant? La décision la plus difficile, c'est de savoir si la terminologie va évoluer comme je le pense. Donc, ça comporte évidemment tous les aspects de la sécurité, le partage de l'information, etc. Et nous pensons que cela se fera tout d'abord dans une architecture très flexible et ce que nous voulons faire, c'est de devenir un leader non seulement dans un seul domaine, mais dans plusieurs domaines de produits. Actuellement, nous nous situons dans 10 domaines de produits. Et ça, c'est une décision difficile à prendre. Donc, et vous pensez qu'il y aura encore des nouveaux domaines de produits? Non, le pari que je prends, donc la décision difficile que je dois prendre, c'est que je suis convaincu qu'il y aura un changement dans l'architecture, dans la configuration et la configuration des
des réseaux, voix, vidéo, mobile ou non. Et ensuite de voir comment cela peut se faire et comment on peut permettre à vos clients, à vos consommateurs d'utiliser ces configurations. Bon, en fait, Google dit, mais notre fonction, c'est d'organiser, de structurer l'information du monde entier. Bon, je pense que vous avez un certain marché devant vous. Mais dites-nous alors comment on peut comprendre tout ce contexte. Donc, vous avez une capacité de recherche extraordinaire. Quelles sont les grandes parties de l'information? Comment est-ce que vous voyez l'ensemble de l'information? Bon, il y a des blogs, il y a des magazines, il y a la télévision, il y a beaucoup d'informations qui n'est pas forcément disponible par Google. Bon, nous venons de lancer video@google.com qui était en fait une façon de placer sur Internet les films réalisés par des particuliers avec une caméra vidéo. Et si vous pensez que les gens vont même acheter ces services, bon, à ce moment-là, c'est un moteur de recherche qui peut être rentable. Donc, étant donné que Google est une entreprise de recherche et justement dans l'information. Pour la vidéo, dans la mesure où le contenu est disponible, bon, certes, il faudra le trouver et c'est pour cela qu'il y a le moteur de recherche. Donc, quand nous parlons d'information, nous parlons d'information numérique. Alors, quel est le paradigme? Est-ce que, quand j'imagine une recherche vidéo, mais qu'est-ce que je vais utiliser comme élément de recherche? Le titre d'une vidéo? Comment est-ce que vous avez quand vous avez une image en tête, donc une recherche visuelle, mais en général, vous connaissez le nom du programme que vous recherchez. Non, mais parfois, c'est une vidéo amateur qui n'a pas de titre. Oui, tant mieux parfois. Mais une fois qu'il y a une marque ou un nom de programme, en général, on cherche le programme le plus récent. Et donc, on connaît à peu près la date ou le sujet. Et les gens peuvent trouver l'information lorsqu'ils savent quelle information ils cherchent. Alors, j'aimerais revenir maintenant à l'interaction qui s'est déroulée entre vous et les gardiens de la littérature des livres. En fait, vous vouliez également poster toute la littérature sur Google. Alors, où est-ce que vous en êtes? Comment est-ce que vous pensez que cela va évoluer dans les années à venir? Bon, ben là, il faut tenir compte des droits d'auteur. Il faut respecter, il faut les connaître. Et pour ce qui est de notre système bibliothèque, nous sommes en train d'établir des copies de ces livres afin de pouvoir établir notre bibliothèque. Nous ne pouvons pas reprendre les livres en tant que tels, mais ce que nous espérons, c'est que les auteurs et les éditeurs vont se rendre compte qu'il sera plus intéressant que les gens achètent les livres dont ils ont vu des extraits sur Internet plutôt d'attendre qu'ils se rendent dans une bibliothèque, ce qui se fait de moins en moins. Et en parallèle à tout cela, nous entretenons bien entendu également des relations d'affaires. Nous voulons présenter une ou deux pages du livre et ensuite vous pouvez cliquer pour l'acheter. Et ces créneaux-là marchent très bien. Donc, si vous ne savez pas vraiment ce que vous recherchez, si c'est le sujet qui vous intéresse, il faut qu'il y ait une certaine marge pour que vous puissiez trouver les livres qui correspondent à l'information recherchée. Or, si vous connaissez le titre du livre, il est très facile de le trouver. Et à vrai dire, tous les contenus peuvent être traités de la même façon. Alors, je vais encore vous poser une question ici. Ensuite, je vais élargir le débat afin que tous les participants puissent participer. Donc, la question est la suivante. Et c'est une question pour le panel. Je commencerai par John. C'est que dans cet optimisme dont vous faites le défenseur, quelle est la question la plus importante afin que le public puisse bénéficier de toutes ces innovations?
Bon, ben, je vais répondre d'une façon peut-être inattendue pour vous. Si vous estimez que l'avenir des entreprises ou des pays sont basés sur l'éducation, l'infrastructure, l'innovation et la bonne gouvernance, ce que je crois, et je pense qu'à ce moment-là, la question pour les leaders gouvernementaux, chefs d'État ou au ministre de portefeuille, c'est qu'ils doivent bien comprendre ce que la technologie peut leur offrir. Et ensuite, ils pourront prendre les bonnes décisions dans la nouvelle législation et ils pourront prendre les décisions qui s'imposent en matière de sécurité, d'éducation, que sais-je. Donc, les questions de politique les plus importantes sont discutées ici, puisque les représentants des gouvernements sont ici à Davos pour comprendre, pour apprendre justement ce que la technique peut faire pour eux. Donc, prenons un exemple. Si dans les années à venir, bon, Cisco, vous êtes présent à Washington, vous discutez avec les législateurs. Est-ce qu'il y a un point à l'ordre du jour, peut-être aux États-Unis ou peut-être qu'ailleurs? Est-ce qu'il y a un point qui doit être suivi de très près en ce moment? Oh, je crois que nous nous intéressons tous à l'éducation, à la formation, et je pense que notre système pédagogique aux États-Unis de 12 classes doit être réformé. Il y a également l'initiative Jordan, il y a plus de... Et en réformant le système pédagogique en Jordanie qui débouche sur la création de nouveaux emplois, c'est là où notre groupe a joué un grand rôle. Mais quand vous parlez de l'importance politique, nous avons besoin d'un changement radical. Et plutôt que de s'adresser à Washington après Katrina, par exemple, nous sommes immédiatement lancés sur place et nous avons collaboré avec le gouverneur du Mississippi et avec le ministère de l'Éducation du Mississippi pour pouvoir rétablir un système pédagogique qui a été totalement détruit et de développer, à vrai dire, un système qui est plus évolué, qui tient compte des besoins de l'avenir. Et les enseignants participent à la discussion. Il y aura des bourses que nous allons accorder dans le cadre de ce nouveau programme. Donc, je pense que l'éducation est effectivement la question politique la plus importante. Et là, c'est un élément où la technique peut être très utile. Donc, vous dites que les connaissances de Cisco dans la réticulation, dans la constitution des réseaux est également une très utile. Et donc, c'est en quelque sorte une responsabilité sociale que vous avez. C'est peut-être un peu simple comme définition. Alors, Bill, je vous pose la question. Quel est à votre sens la question qui mérite notre attention en ce moment? Donc, dans le domaine et pour le domaine de la technologie, c'est ça. Je suis d'accord avec John. L'éducation mérite certainement la priorité. Il faut tenir compte des sites où sont implantées les entreprises novatrices. C'est toujours à proximité des centres d'éducation et de formation. Et tous les pays vont s'attacher à cette priorité. Et certainement, dans notre pays, nous devons réviser l'ensemble de ce système. Et c'est vrai que par le biais de ma fondation, je m'intéresse de très près à l'éducation. Maintenant, il faut mettre l'accent sur le financement de la recherche, les programmes scientifiques, l'ingénierie, etc. Et dans certains pays, on assiste à un déclin et dans d'autres pays, on assiste à une augmentation dans ces secteurs. Donc, les résultats ne seront pas forcément équilibrés. Mais il y a également des questions telles que le libre-échange, autoriser un pays d'importer les cerveaux et qu'il n'y ait pas de restrictions, etc. Donc, toutes ces questions sont discutées. Si le système de libre-échange devait échouer, ce serait catastrophique pour l'ensemble du commerce et la technologie serait touchée. Bon, ce matin, ceux d'entre vous qui étaient là à 7 heures ce matin, Tom Friedman a dirigé un débat formidable et dont une des conclusions
était de voir que le nombre d'universitaires aux États-Unis et en Europe baisse en comparaison avec le nombre des universitaires en Asie. Alors, pourquoi est-ce que aux États-Unis vous recrutez davantage d'universitaires asiatiques? Eh bien, parce que nous avons constaté, il y a un certain nombre d'études et il y a encore un certain mystère. Car quand vous dites aux élèves, aux étudiants, alors qu'est-ce qui vous branche aujourd'hui? Ils vont dire, mais iPod, Google Search ou leur téléphone portable. Et ils ne vont pas vous dire, c'est la bourse sur Internet ou la fabrication du pain. Donc, ils savent que tout est en train de changer et nous avons besoin de changer, de transformer l'éducation également pour suivre le mouvement. Et c'est vrai que toutes les grandes innovations des 20 dernières années, donc la reconnaissance, l'augmentation de la vitesse, etc. Et, bon, c'est une époque où nous, dans nos entreprises, nous avons des gros cerveaux et certainement la collaboration est très intéressante. Pour certaines raisons, on voit peu de femmes dans notre domaine parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de mathématiques dans les formations que nous exigeons. Et c'est vrai que parmi les 1500 lycées qui sont financés ou à laquelle participe la fondation, que nous appelons les Themed High Schools. Donc, le thème en question peut être l'art, l'architecture, la construction ou la vie dans le grand air. Mais il faut connaître les mathématiques pour, par exemple, construire une maison en architecture pour comprendre la statique. Et il y a donc beaucoup de nouvelles perspectives, mais en Inde, il est beaucoup plus facile de comprendre pourquoi les ingénieurs... l'ingénierie est encore un domaine qui attire autant d'étudiants parce qu'on voit que c'est un exemple à suivre, ce sont des postes à haut salaire, etc. Bon, une question pour Eric alors. Quel, à votre avis, est le secteur qu'il faut mettre en place? On parlait de la technologie qui permettrait de créer les meilleurs résultats. Ce que nous allons avoir maintenant, eh bien, ce sera le problème des responsabilités des gouvernements et des citoyens et des différents acteurs. Aujourd'hui, nous avons des téléphones à GPS, nous pouvons faire de la recherche, etc. Nous réunissons de nombreuses informations et il faut voir qui a un accès à l'information, quels sont les droits, quelles sont les identités, etc. Tout ceci va être très présent dans les esprits des utilisateurs, les gouvernements en Europe. En fait, il existe de nombreuses initiatives et ils ne sont pas d'accord. Il ne s'agit pas seulement de problèmes de politique, mais également de culture, de droit, etc. Et ce qui pourrait ralentir ce tableau, ce sont des règlements ou des craintes de la part des usagers qui ont envie d'utiliser tout ceci, mais qui ont peur pour une raison ou pour une autre. Je dirais, là, je suis d'accord avec ce que John nous a dit. L'un des endroits à voir pour apprendre, eh bien, c'est le modèle d'utilisation asiatique. L'Asie utilise davantage les téléphones, les utilise de façon intelligente et ont de nombreuses nouvelles applications. Ils ont un avantage technologique de distribution considérable à bien des égards. Et l'une des façons dont notre monde sera modéré, c'est que nous aurons des innovations de la part de lieux auxquels nous ne nous étions pas attendus. À votre avis, le vol d'identité frappe tout un chacun. Dans quel domaine est-ce un problème de politique publique ou de solutions technologiques? Comment voyez-vous un équilibre ici? En fait, nous avons les deux. Plusieurs gouvernements éditent des lois à cet égard.
Et il existe un grand nombre de bonnes solutions technologiques pour freiner ce processus. Donc, c'est plus la crainte qui freine les gens. Nous parlons de commerce électronique, nous en avons parlé 6 ou 7 ans. Il a fallu longtemps pour que les gens acceptent de pouvoir acheter en ligne sans se faire piquer leur carte de crédit. Il faut que les gens s'y habituent et plus ils s'habitueront, plus d'activités pourront se développer. Quel est le problème de politique publique le plus important de façon à ce que nous puissions profiter de cette technologie à l'avenir également? Comme vous l'avez dit au départ, l'industrie de la technologie, de l'information aborde un grand nombre d'autres industries. Les télécoms, les médias, les loisirs, etc. Donc, nous avons affaire à des problèmes extrêmement complexes. Vous avez des règlements et des lois et des attributions de spectre qui remontent à une époque où nous avions des technologies différentes. Par ailleurs, par le passé, les technologies étaient prévisibles, il était plus facile de comprendre comment fonctionne un réseau de téléphonie mobile et que nous savions que sur 10 ou 15 ans, nous allions avoir tel et tel réseau et nous y attribuions les fréquences. C'est ça, la réglementation en matière d'éducation. Aujourd'hui, le paysage a changé. Nous avons des technologies différentes qui cherchent à régler des problèmes similaires. Et la technologie aborde maintenant toutes les autres industries. Ce qui importe maintenant, c'est que les décideurs, que ce soit ceux qui déterminent les règlements, que ce soit l'attribution de fréquences, etc., eh bien, ces décideurs, le danger réside dans le fait que si tout ceci est ancré dans des règlements qui avaient été élaborés pour des anciennes technologies, eh bien, cela freinera l'évolution, freinera les nouvelles possibilités. De l'autre côté, nous avons la nature transfrontalière de tout ceci. L'Internet est un réseau mondial sans frontières. Les politiques sont déterminées dans un pays par rapport à un autre pays. Donc c'est un véritable problème pour les décideurs que de mettre en place des politiques qui puissent être mondialement appliquées. Nous avons également une concurrence accrue. En d'autres termes, nous aurons moins de besoin de réglementation. En effet, nous aurons de plus en plus d'approches libres, mais il faut que protéger les droits des consommateurs, la confidentialité étant ici un élément extrêmement important. Je résume. Nous avons là 3 vecteurs qui, à mon sens, devraient être suivis par tout un chacun. L'un, c'est la numérisation de toutes choses. Tout d'un coup, alors que le monde est représenté dans une structure numérique, cela change les modèles commerciaux. Des informations sur le monde deviennent plus utiles que l'accès au monde lui-même. Pensons à la numérisation. Là, l'évolution est énorme. Puis, le passage de la transaction à l'interaction. Nous avons ici la convergence des communications et de l'informatique. Les communications sont interactives et l'informatique émane de la transaction. Qu'est-ce que cela fera au niveau de l'éducation, des soins de santé, etc., des autres éléments mentionnés par John et par Bill? Troisièmement, nous avons cette notion sur laquelle le secteur technologie, dès sa naissance, produit des choses gratuites. Mais en fait, elles ne sont pas gratuites. Il y a toujours une activité commerciale. Mais s'il s'agit de $30 par mois pour le monde, plutôt que de $3 pour 4 chaînes, c'est une excellente opération. Donc, une entreprise qui ne profite pas d'une ressource gratuite a un inconvénient concurrentiel évident. Donc, la notion même, si vous songez au fait que l'informatique est gratuite, si vous songez à la numérisation, je voudrais à ce stade vous offrir la possibilité de poser des questions. Je vois ici une main qui se lève. Nous pourrions peut-être éclairer davantage la salle.
Pouvez-vous vous présenter et poser ensuite votre question? Sohail Seth, à Inde, je m'occupe d'une entreprise de publicité. Ma question s'adresse à Eric. Est-ce qu'un modèle comme un modèle de recherche est fondé de la façon dont il est fondé? En effet, nous avons ici un paradoxe vis-à-vis de la confidentialité. Deuxièmement, mon problème, quand est-ce qu'une entreprise, une entreprise de vente, il y a des occasions où les gens vont utiliser le moteur de recherche comme le moteur qui leur permettra d'effectuer une vente. Là, nous avons un certain paradoxe. Nous avons réglé le problème au niveau de notre politique avec les résultats de la publicité qui sont classifiés. Les résultats de Google ne sont nullement influencés par nos relations avec la publicité. Cette séparation nous a permis de mettre en place des relations de publicité que nous avons rendues plus puissantes, plus faciles à conclure et plus rapides. C'est un modèle classique. Ma question s'adresse à Bill Gates. Elle se rapporte à l'éducation. Jacques Malkovich du Brésil. Je suis professeur. Ma question est la suivante. Pensez-vous qu'une surexposition aux connexions numériques pourrait freiner les attitudes de chefs d'entreprise? Je vois parfois mes étudiants surexposés à telle enseigne qu'ils se détachent du monde réel. Ils ont l'impression qu'ils trouvent le monde réel par l'Internet. Et ils se détachent en fait du monde réel. Cette notion, est-ce que la réalité numérique l'emporte sur la réalité réelle? Ce problème s'est déjà posé au niveau des livres. En fait, l'on s'est préoccupé du fait que les gens commençaient à lire au lieu de s'occuper du monde. Le terme livre est déjà devenu péjoratif et c'est adressé à moi-même. Bon, je ne sais pas, tout doit être consommé avec modération. Si vous regardez la télévision par rapport à l'utilisation de l'Internet ou par rapport au fait de se balader, je ne sais pas. Je crois que l'élément d'interactivité est plus enrichissant que toute autre chose. Mais vous ne voulez pas que quelqu'un cesse de lire ou d'utiliser son ordinateur ou de jouer en plein air. J'envie les jeunes qui, aujourd'hui, chaque fois qu'ils sont curieux, peuvent trouver des réponses immédiates. C'est une magnifique façon de maintenir votre curiosité. Je dirais donc, même si vous tenez compte des inconvénients, ceci est 100 fois mieux que ce que nous avions par le passé. Autre question. Oui, je vous en prie. Hi, I'm Stephen Johnson. I'm the Stephen Johnson. En fait, il est intéressant que nous n'ayons pas véritablement parlé de jeux. Vous avez mentionné la Xbox. Enfin, tous les jeunes utilisent cette... Est-ce que vous jouez à ces jeux sur le plan éducatif? Est-ce que vous voyez l'utilisation pour ces structures appliquées à l'école? Est-ce que vous jouez au Game Stickless? Oui. J'ai appris à voler. Cette question, je commence par vous, John. Pensez-vous qu'il existe un lien entre le jeu et ce que l'on apprend de l'industrie du jeu et l'éducation? Oui, je pense. Si vous prenez l'initiative jordanienne, si vous voyez comment nous amenons les jeunes à s'intéresser aux sciences et mathématiques, prenez les jardins d'enfants qui utilisent des jeux informatiques, ce qui leur permet d'apprendre les maths et les sciences déjà à un âge extrêmement tendre. Je crois que ça leur renforce vos capacités d'apprentissage
tout en jouant. So, Bill, I mean, Xbox, when you hear about it, of course, it's all about, these way cool, video experiences, which... Nous avons toutes ces expériences vidéo qui en soi... Is there another agenda around the education thing with Xbox? Bien, mais est-ce qu'il y a d'autres priorités avec Xbox? And the title again is Everything Bad is... Everything that's bad for you is good. Did I get that right? Tout ce qui est mauvais pour vous est bien pour vous. It's so counterintuitive, and yet I think it makes a very En compelling effet, case je crois que about this, and it really does fit in with what our foundation has found in the educational sector, which is cela reflète ce que notre fondation a trouvé dans le domaine de l'éducation. En effet, nous n'intéressons pas suffisamment les enfants et paradoxalement, lorsque vous rendez les choses plus difficiles, vous obtenez un engagement plus élevé. La Xbox amène l'application à de nouveaux niveaux en permettant d'entrer en concurrence avec d'autres, de suivre les meilleurs joueurs, de faire des concours. Sure. Because we still Yeah, can't we're a little make it. behind. But 6 months from now, I En may fait, not je have dois that dire, problem. dans 6 mois, je n'aurai plus ce You should genre tell me de more about problème. software. En fait, c'est le problème du matériel. Carl Heinz, by the way, is one of the tech pioneers here who's... Karl Heinz est l'un des pionniers en technologie. technologie. Et je crois que c'est la meilleure institution que j'ai jamais rencontrée. Yeah, my name is Karl-Heinz Land. Thank you. Karl Heinz Land, merci. And I have a question for Bill and for Nicholas. J'ai une question pour Bill et pour Nicholas. Mentioning voice recognition. Bill nous a parlé de reconnaissance vocale et visuelle. Nicholas a parlé de voice porters. Pensez-vous que le passage aux télécommunications au monde IP dans le contexte actuel, que les réseaux deviennent une simple marchandise, pensez-vous que ce soit un départ pour un voice web, un réseau vocal qui viendra s'ajouter à l'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui? Il ne s'agit pas de ramener les réseaux au niveau de simples marchandises. Les bandes ne seront pas gratuites. Vous payez l'accès aux bandes. Pour ce qui est de cet Internet vocal, ce n'est pas ou. Il s'agit de savoir comment interagir avec un réseau à plusieurs reprises. Par exemple, si vous conduisez une voiture, ce n'est pas une bonne idée que de travailler en même temps sur un laptop. Certains l'ont fait et se sont cassés la figure avec leur voiture. Il vaut mieux parler avec l'Internet. Mais là, les possibilités sont limitées. On peut faire certaines choses. Est-ce que vous avez chez Google des recherches d'activation par voix? C'est difficile en raison de l'ambiguïté de la langue. Vous pouvez obtenir d'excellentes réponses avec certaines catégories, mais il est difficile de faire en général pour tout le monde. Une réponse partielle est que s'il existe un réseau vocal, il fera partie de l'Internet. La voix est un input que vous mélangez. La capacité de procéder à la reconnaissance, voilà un élément clé, car vous voulez le voir à l'écran. Ceci implique beaucoup de travail et des progrès constants. En connaissant le contexte, en procédant à l'entraînement de l'usager, je pense que ce sera quelque chose d'extrêmement utile, mais non pas une interaction séparée par rapport à l'Internet. Autre question. Pass it along. Hi, I'm Ed Scott. I used to be in high tech a long time ago. Je me suis occupé de haute technologie voici longtemps. Ça va mieux? Je voudrais demander quelle est votre perception de l'évolution récente en Chine. Nous prenons notre mission au sérieux et la Chine représente un cinquième de la population mondiale. En prenant les structures juridiques et les restrictions imposées aux médias, et nous tombons dans cette catégorie au titre de la législation chinoise, nous avons conclu que même si nous ne sommes pas trop contrariés par les restrictions, il est encore pire
de ne pas servir ces usagers. En effet, ils sont si nombreux, ils ont tellement de choses intéressantes qui se passent, donc nous avons délibérément décidé de respecter leur législation. Ce n'est pas une option, ou que ce soit, que de désobéir brutalement à la législation d'un pays où vous travaillez. L'autre choix était d'être absent, et nous avons estimé qu'il valait beaucoup mieux essayer de participer à l'évolution sidérante de la Chine. Nous avons décidé que de ne pas servir la Chine était un mal encore pire. C'était le pire des deux maux. Il nous a fallu environ une année pour prendre une décision dans ce sens. Do you agree with that, by the way? I actually would agree with what Bill said. You're choosing a lesser evil, right? En fait, vous avez choisi le moindre de deux mots. C'est une question de sémantique. Il existe un principe important, à savoir que Google existe pour l'utilisateur. Et les utilisateurs potentiels en Chine sont innombrables. C'est donc une décision de principe. Je suis donc Tom Friedman dans le Times. Il va essayer de faire l'article. Nous en venons à la fin de notre session. Je vais peut-être profiter de cette occasion pour remercier les membres du panel, vous remercier tous. Merci pour cette session extrêmement intéressante.